Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux outils et ressources de lutte contre l'illettrisme, organisé par le CARIFOREF. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme et nous avons le plaisir d'accueillir Armelle Delample qui va intervenir dans ce webinaire. Armelle, je vous laisse la main. Merci Claire. Oui, effectivement, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être même que certains d'entre vous ont eu l'occasion de participer à la soirée de lancement hier devant leur télé en regardant le téléfilm sur TF1 Champion avec Kenji Girac qui joue le rôle du jeune homme en situation d'illettrisme et toutes les galères que ça peut générer dans la vie des personnes concernées. Donc, je vais partager mon diaporama. Est-ce que vous... Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui. C'est en cours d'affichage, oui. Juste pour préciser, on est ensemble pendant 1 heure. Ce webinaire est enregistré. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Armelle se fera un plaisir de vous répondre à la fin des présentations des différents outils. Oui, j'allais vous proposer, voilà, la présentation se découpe en plusieurs séquences et de vous donner la parole pour poser vos questions à chaque fin de séquence. C'est plus facile quand effectivement on a présent à l'esprit ce qui vient d'être dit et plus facile de rebondir. Donc, ce webinaire aujourd'hui fait suite à un premier webinaire qui s'est déroulé, je ne me souviens plus la date claire, mais il y a quelques semaines, présentation sur ce qu'était l'illettrisme, comment on repérait et comment on pouvait adapter sa posture. Aujourd'hui, on vous propose aussi des outils, puisque parfois, ce n'est pas facile d'être au clair avec la personne qu'on a en face. Et la NLCI a développé un certain nombre d'outils qu'il est intéressant de connaître et que peut-être vous allez estimer utiles dans votre quotidien. Alors, juste un petit ordre du jour des différentes séquences que je vais aborder. Je vais refaire un petit retour de contexte, même si certains d'entre vous ont déjà assisté au premier webinaire, juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on est en train de parler. Et ensuite, je vais vous présenter 3 outils spécifiques de l'agence, sachant qu'on en a d'autres. Voilà, vous aurez un petit panorama à un moment, mais les 3 outils qui me semblent intéressants pour vous, c'est EVA, un outil de pré-repérage, EvaCob, qui est là un outil de positionnement, donc qui s'adresse peut-être pas aux mêmes professionnels, et ensuite une démarche duplex. Là, on est plutôt sur une démarche pédagogique ou une démarche d'accompagnement des personnes qui s'attaquent à la fois au numérique et aux compétences de base. Donc, moi, je suis chargée de mission régionale pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, c'est une agence nationale, c'est un organisme gouvernemental qui est créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public. C'est un statut un peu particulier qui voilà, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous, mais qui a l'avantage de mettre autour de la table des financeurs, des ministères, des OPCO, Pôle emploi, voilà, un certain nombre de partenaires qui ont la lutte contre l'illettrisme dans leur portefeuille d'action. Et nous, notre mission, c'est à la fois d'outiller et aussi de fédérer tous les acteurs de terrain autour de la prise en charge, le repérage et la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme. Petit exercice. C'est vous proposer pendant un petit instant de vous mettre dans la peau d'une personne en situation d'illettrisme en vous proposant ce texte écrit en alphabet phonétique international. L'intérêt, c'est que l'alphabet phonétique international, on peut avoir été amené à l'apprendre. On ne le pratique pas tous les jours, à moins que voilà, on travaille dans la linguistique. Du coup, on a tendance à l'oublier. Et le déchiffrage de ce message, qui est « mettez-vous dans la peau d'une personne qui a tous les jours des difficultés de lecture ».
En fait, voilà, une personne en situation d'illettrisme a été scolarisée. Elle a appris l'alphabet, elle a appris le déchiffrage, mais elle n'a pas réussi à l'automatiser ou elle a oublié. Et ce qui fait qu'elle se retrouve dans la situation où vous vous êtes retrouvés, c'est-à-dire d'avoir besoin de se concentrer très fortement pour déchiffrer, peut-être de répéter une fois ou deux fois le message pour comprendre le sens derrière les mots. Et voilà, c'était une petite séquence sensibilisation. Mettez-vous, je vis la vie d'eux. Et pour arriver effectivement à la définition, qui est quand même aussi toute la colonne vertébrale du travail de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est que l'illettrisme, ça concerne les personnes qui ont été scolarisées en France ou en français, mais qui ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base pour être autonomes dans la vie quotidienne, dans les situations simples de la vie quotidienne. Donc, on est vraiment sur un niveau socle, vraiment de maîtrise. Et je dirais le seul objectif pour nous, en tout cas, Agence nationale, c'est l'autonomie. Si la personne fait des fautes, si la personne n'a pas une syntaxe parfaite, c'est pas grave. Est-ce qu'elle est autonome pour gérer ses papiers, pour gérer ses loisirs? C'est ce qui nous anime, en tout cas en tant qu'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Aujourd'hui, on a une nouvelle compétence qui s'est rattachée à notre sphère d'intervention, c'est effectivement la compétence numérique, où on lutte contre l'illettrisme numérique, ou que certains peut-être connaissent sous le nom d'illectronisme, un néologisme assez récent. Et on a calqué la définition également sur l'illettrisme, c'est-à-dire c'est la situation des personnes qui ne maîtrisent pas les outils numériques usuels, on reste dans le domaine de l'usuel, pour accéder à l'information, la traiter et agir en autonomie dans la vie quotidienne. Donc, on a exactement ce parallèle de maîtrise ou de base des compétences nécessaires pour être autonome dans la société qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects avant que je me lance dans la présentation des outils? Non, tout va bien, parfait. Alors, je vais commencer ma présentation par deux outils qui sont en lien avec tout d'abord EVA, qui est un outil de prépositionnement, et puis EVACOB, qui est un outil pour le coup de positionnement. Donc, EVA va s'adresser plutôt, on va dire, pour des conseillers Pôle emploi ou des conseillers de mission locale. On a repéré des indices, voilà, on a un doute, on va peut-être pouvoir proposer la passation d'EVA pour confirmer ce doute. Et ça peut aussi, le support de restitution du test peut être aussi un support de dialogue avec la personne pour lui proposer des solutions. EVACOB va aller un peu plus loin et là va s'adresser plutôt à des formateurs, puisqu'on est sur une logique plutôt de positionnement. Alors, je suis désolée, j'ai plein de fenêtres sur mon écran et voilà. Donc, toute la sphère de nos outils, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais c'est peut-être intéressant. Vous pourrez récupérer à la suite du webinaire le diaporama avec tous les liens. On a un certain nombre d'outils, notamment des outils un petit peu autoportants comme Illettrisme tous concernés, c'est de la sensibilisation grand public, c'est des petits modules en ligne. Vous avez aussi des modules de e-learning qui sont un peu plus anciens, mais voilà, qui peuvent aussi présenter des situations de conseiller Pôle emploi, de posture à adapter ou de conseiller en évolution professionnelle. On a un outil qui est un petit peu à cheval entre effectivement comment dire, la sensibilisation grand public et le repérage, c'est EVAGIL, puisque c'est un outil de sensibilisation, mais à destination des employeurs. EVAGIL va essayer de convaincre les chefs d'entreprise, les RH, sur l'impact d'avoir des salariés en situation d'illettrisme et de l'intérêt d'investir dans la formation professionnelle des salariés. Donc ça, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. On pourra échanger sur ça. Et donc aujourd'hui,
je vous présente 2 outils de repérage du diagnostic, donc EVA et EVACOM. Alors, dans quel sens ça fonctionne? Donc, EVA. EVA n'a pas initialement été développé par la NLCI, il a été développé dans le cadre des startups d'État, donc qui est porté par la DINUM, qui doit être la direction interministérielle au numérique. Et comme tous les supports qui sont développés par les startups d'État, soit ça ne fait pas ses preuves, ce n'est pas quelque chose d'utile, le projet est abandonné, soit ça fait ses preuves, et là, c'est transféré vers une structure. En tout cas, ça n'a pas vocation à rester dans le cadre des startups d'État. Donc, c'est comme ça que nous avons du coup récupéré, nous hébergeons et nous animons EVA pour le compte de la NLCI, puisque ça vise des publics qui concernent notre action. Oups. Donc, EVA, c'est un outil de positionnement simple, vraiment de base, et qui a l'avantage de proposer un positionnement à la fois sur des compétences transversales et des compétences de base. Donc, dans la composition des parcours, quand vous avez un compte, vous pouvez choisir effectivement soit avoir un parcours complet avec compétences transversales, compétences de base, ou choisir que les compétences transversales ou que les compétences de base. Je le disais en introduction, ça concerne principalement effectivement les conseillers d'orientation, de l'insertion, les missions locales, les agences Pôle emploi, etc. Plutôt que de vous faire un grand discours, alors du coup, je vais sortir, il faut que j'aille sur mon navigateur. Je vais vous présenter un petit film de présentation qui dira en 1 minute 40 plein de choses que moi, je mettrai beaucoup plus longtemps à dire. Alors, je repartage mon écran avec… ça doit être là. Zut, je ne sais pas si j'ai activé le son. Oui, c'est tout. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. EVA est une solution numérique qui permet un positionnement simple et rapide des compétences transversales cognitives et de l'illettrisme au travers de Serious Game. La mission d'EVA est de faciliter le retour à l'emploi et à la formation des personnes peu qualifiées. 5 jeux permettent de positionner les compétences transversales avec des contextes professionnels variés. 3 jeux permettent de restituer le niveau de français et mathématiques et de détecter une situation d'illettrisme. Vous êtes un professionnel de l'emploi, de la formation ou de l'insertion. EVA est gratuit pour accompagner le public peu qualifié, en particulier les jeunes. Les bénéficiaires réalisent EVA dans vos locaux ou à leur domicile, en individuel ou en groupe. À l'issue des jeux, EVA vous propose une restitution simple et partageable. Elle est valorisante et facilite l'accompagnement socio-professionnel. En s'appuyant sur les compétences transversales, EVA permet de mettre en avant les potentiels des personnes. EVA permet également un bilan précis du niveau de littératie, numératie. Vous pouvez créer rapidement votre compte et proposer des parcours d'évaluation d'une durée de 30 minutes à 1 heure. Les restitutions sont formulées en langage simple et positif afin d'encourager les bénéficiaires à aborder avec vous les points qui nécessiteront une formation ou une certification, comme par exemple le CLEA. Les compétences sont détaillées et sont en lien avec des idées de métier qui mobilisent ces compétences. Alors n'attendez plus pour découvrir EVA et utiliser le jeu comme support d'accompagnement et d'orientation. Voilà, un petit panorama complet d'EVA. Du coup, alors je rechange. Plutôt que de vous faire une présentation, je me suis dit qu'une petite démonstration était plus intéressante et je vais vous partager un autre écran. Je suis désolée, je navigue entre mes… Et donc là, j'ai fait un petit parcours test. Vous aurez un lien dans le diaporama et vous pourrez aller sur la campagne. Donc, je vais vous montrer. Voilà. En fait, je vous envoie le lien. Ce n'est pas du tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure. En gros, vous avez une fenêtre avec le code.
Il suffit de vous mettre votre prénom et vous pourrez tester en direct les petits exercices que j'ai prévus en démonstration. Donc, Eva s'adresse à des personnes potentiellement en difficulté de lecture et d'écriture. Donc, toutes les consignes sont à la fois écrites mais vocalisées. Donc là, je vais lancer. Bonjour et bienvenue. Nous allons identifier ensemble vos compétences au travers de mini-jeux. Tout au long du parcours, vous prendrez le rôle d'un employé d'un parc d'attractions et vous aurez plusieurs missions à réaliser. Si ces jeux reproduisent des activités particulières, les compétences mesurées s'appliquent à tous les métiers et tous les secteurs d'activité. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez découvrir vos compétences fortes et les métiers associés qui vous serviront pour échanger avec votre accompagnant sur votre parcours professionnel. Donc là, en fait, la petite démo que je vous ai prévue, c'est le module de prise en main parce que, évidemment, une personne qui n'est pas du tout à l'aise avec une souris, un clavier, quand je dis pas du tout à l'aise, qui n'est pas en capacité de les manipuler, on abandonne tout de suite l'idée de le faire passer Eva. Donc, si on a un doute, il y a ce module qui permet de vérifier si la personne est en capacité de maîtriser les outils nécessaires à la passation. Alors, donc, je lance la consigne. Vous arrivez dans un village. Vous allez effectuer quelques exercices pour apprendre à utiliser Eva. Cliquez sur le bouton « Commencer ». Pour écouter ou réécouter la question et les réponses, cliquez sur le bouton « Lecture » à gauche de la phrase que vous souhaitez entendre. Essayez avec le bouton en haut à gauche de ce cadre. Lorsque vous avez testé le bouton « Lecture », cliquez sur « Suivant ». Pour écouter ou réécouter la question et les réponses, cliquez sur le bouton « Lecture » à gauche de la phrase que vous cliquez sur la maison bleue. Alors, la maison bleue est là. Super. Maintenant, ajoutez une maison au village. Pour cela, cliquez sur la maison dans le cadre blanc. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez-la dans la zone disponible. Donc là, on teste le cliquer. Vous pouvez consulter l'exemple ci-dessous. Recopiez le nom boulangerie dans le cadre de texte ci-dessous. Puis, cliquez sur Valider. Là, on va tester le clavier. Dans quelle direction le personnage situé au milieu de l'écran doit-il aller pour se rendre à la maison verte? Pour répondre, appuyez sur la flèche gauche ou droite de votre clavier. Si vous utilisez la maison est rouge, cliquez sur la case qui correspond à la couleur de la maison, puis sur Valider. Alors, je vais arrêter la démonstration là. Voilà. Et derrière, si vous souhaitez essayer vous-même, vous aurez un deuxième module de test pour vraiment tester certaines compétences. Alors, je vais repartager mon diaporama pour prendre la suite de ma présentation. Donc, voilà. Quand vous cliquez sur ce lien, ça va vous renvoyer sur la zone où vous pourrez vous-même tester. Donc, vous serez dans la peau d'un bénéficiaire qui doit passer Eva. Donc, il faut savoir que là, moi, j'ai mis que deux modules. Le module test de la prise en main des outils, enfin, voilà, souris et clavier, et un autre module sur les compétences de base, pour que ce ne soit pas trop long. Mais vous avez possibilité de mixer, je dirais, les modules en fonction de ce que vous voulez tester, en fonction du temps que vous voulez, voilà, que vous pouvez retenir la personne, puisque c'est un des paramètres à avoir en tête, c'est que ça prend du temps. Faire positionner une personne, que ce soit sur Eva ou sur EvaCob, il ne faut pas sous-estimer la notion de temps. Il faut pouvoir accueillir la personne, il faut pouvoir être disponible
pour répondre à ces questions, décoincer un bug, etc. On ne peut pas le mettre en autonomie dessus. Et puis surtout, il faut effectivement avoir toute une approche en amont, bien lui expliquer pourquoi on le fait, etc. Et puis derrière, quand on fait de la restitution, si les résultats ne sont pas très bons, ben c'est pareil, il faut avoir des solutions à proposer pour orienter la personne vers quelque chose qui va pouvoir l'aider. Donc, voilà. Si vous voulez une présentation qui soit beaucoup plus approfondie d'EVA, il y a des sessions régulières organisées par l'équipe d'EVA et si vous cliquez sur le lien, ça vous envoie vers un calendrier où vous pouvez choisir une date en fonction de vos disponibilités. Il faut compter une petite heure de présentation, non même pas, je crois une demi-heure pour EVA. La restitution, je vous en parle aussi assez rapidement. En fait, vous avez une restitution sur les aspects compétences transversales, donc qui permettent de tester la personne sur sa vitesse d'exécution, sa capacité de concentration, sa capacité à discriminer et la vigilance. Ce qui est intéressant dans la restitution, même si la fiabilité, ce n'est pas un test psychologique très pointu, mais ça donne quand même quelques axes. Vous avez un lien dans la feuille de restitution sur lequel vous pouvez cliquer, qui va vous renvoyer vers une page de métiers suggérés pour lequel la compétence, par exemple, vitesse d'exécution plutôt bonne, eh ben, ça va suggérer un certain nombre de métiers par branche. Donc, c'est en ça que c'est un outil vraiment intéressant de dialogue avec la personne, peut-être pour lui faire envisager des métiers, si c'est un jeune qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire, etc. Donc là, on est plutôt sur effectivement les compétences transversales. Et ensuite, sur les compétences de base, ça va mesurer les compétences et les compétences en mathématiques. Donc, la compétence en français, elle est initialement mesurée selon le référentiel européen des langues, donc sur un niveau A1, A2, B1, B2, de maîtrise ou de manque de maîtrise. Et en mathématiques, c'est également un autre référentiel. Vous avez en bas de la restitution tous les liens et toutes les explications autour des référentiels qui sous-tendent en fait la production des résultats et des positionnements. Donc A1, c'est un niveau bas, B2, c'est un bon niveau, X1, c'est un mauvais niveau, X3 ou 3+, c'est un bon niveau de maîtrise. Pour ce qui est du français et également des mathématiques, ensuite, ces résultats sont convertis selon la grille de la NLCI, qui sont les degrés de la NLCI, qui ont été vraiment élaborés en université pour un positionnement fiable des difficultés. Et du coup, vous avez aussi une restitution qui correspond à la capacité d'analyser si la personne que vous avez en face de vous est en situation d'illettrisme ou d'innumérisme pour les mathématiques qui nécessite une proposition de formation ou d'accompagnement. Je suis désolée, je me trompe de côté pour la souris. Et donc, on revient sur les alertes. Est-ce que sur EVA, vous avez des questions? Vous pouvez vous poser vos questions en prenant la parole ou dans la discussion. Non, tout est clair, parfait. Donc, je vais enchaîner sur EVACOB. J'en profite de cet enchaînement pour préciser qu'on est en train de travailler à en fait, la fusion des deux outils. C'est-à-dire que normalement, en 2023, il n'y aura qu'une plateforme EVA qui intégrera tous les modules. Et voilà, quand vous avez un compte EVA, vous serez en capacité de composer un parcours d'évaluation en mixant tous les modules qui aujourd'hui sont disponibles, soit que dans EVA, soit que dans EVACOB. Donc, ce sera un outil un peu plus souple et intégré, et avec aussi une rénovation des visuels d'EVACOB qui sont améliorables, on va dire ça comme ça. Donc,
petit rappel, ce que je vous disais, structure d'orientation EVA, on est plus light dans l'évaluation. EVA-COB, qui est vraiment, lui, a été développé selon les degrés de la NLCI, par les équipes de la NLCI, et qui s'adresse plutôt pour les acteurs de la formation ou de l'insertion. On est sur quelque chose qui contribue au positionnement, qui ne se suffit pas en tant que positionnement, mais qui contribue largement. 2 points d'alerte, je dirais, le côté positif et le côté moins positif. Ce sont des outils accompagnés. Donc, effectivement, il ne faut jamais laisser la personne toute seule, que ce soit pour EVA ou EVA-COB. On ne la laisse pas toute seule devant son ordinateur. Il faut vraiment être voilà, dans l'accompagnement. On peut faire de la passation individuelle, mais on peut faire aussi de la passation collective sur des petits groupes. Toujours pareil, il faut quand même qu'il y ait un référent qui soit disponible et qui reste durant la durée de la passation. EVA peut être fait en distanciel. EVA-COB, ce n'est pas possible pour l'instant. Il faut toujours aussi envisager un temps un peu plus long que la durée requise de la passation, pour tout ce qui est introduction, installation et clôture de l'atelier. Et il faut également toujours prévoir un temps spécifique de restitution dans la foulée ou pas, mais en tout cas, il faut bien prévoir 20 à 30 minutes de restitution pour bien expliquer à la personne ce qu'elle a réussi, ce qu'elle n'a pas réussi et ce qu'on peut lui préciser. Pour ce qui est des points d'attention sur EVA-COB, ce sont des aides au positionnement, mais ce ne sont pas des outils qui font un véritable positionnement complet. Donc voilà, l'organisme de formation a toujours toute sa compétence à proposer un positionnement, mais en tout cas, ça peut faire une première étape de dégrossissement des compétences qui sont maîtrisées ou celles qui manquent. Bien sûr, on est très attentif au fait que ça ne doit pas être un outil de sélection, notamment pour évincer des candidats. Il ne s'agit pas de faire passer EVA ou EVA-COB pour repérer des situations d'illettrisme et au final, ne pas recruter la personne ou la licencier ou en tout cas l'exclure. Donc, on est très vindicatif sur la chose. C'est important. Voilà, ce n'est pas très moral, mais ça se passe. Pour des personnes, du coup, allophones, qui ne maîtrisent pas du tout le français, ce ne sont pas des outils qui leur sont destinés. Ils ne maîtrisent pas l'écrit, c'est vocalisé, ils peuvent passer les exercices. S'ils ne comprennent pas le français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ils ne comprendront pas les instructions. Ce n'est pas pour eux, ils ne peuvent pas passer sur ces outils. Et effectivement, ce qu'on va mesurer, on retrouve un petit module aussi de prise en main de la souris et du clavier. Si la personne n'est pas à l'aise avec la souris et le clavier, il ne faut pas leur proposer ni EVA ni EVA-COB. Ça va les mettre en difficulté dès le départ. Du coup, je passe plus spécifiquement à EVA-COB. Donc, l'idée d'EVA-COB, c'est vraiment de les orienter vers de la formation au savoir de base. Ça peut être un outil, initialement, EVA-COB, qui anciennement s'appelait EVADO, avait été notamment cofinancé par le CNFPT. Le CNFPT avait eu besoin de développer un outil de cette nature, notamment pour les petites collectivités territoriales, les mairies de petits villages, où on n'avait pas forcément les moyens d'envoyer un agent dans la grande ville à côté où il y a un organisme de formation qui sera en capacité de faire du positionnement. Donc, EVA-COB a répondu à ce besoin, c'est-à-dire qu'un non-spécialiste peut proposer de faire passer EVA-COB à quelqu'un. Donc, ça veut dire que la personne, après, peut rentrer en formation avec un premier positionnement. Et ça peut aussi, effectivement, confirmer que la personne a besoin d'une formation de base ou pas.
Et évidemment, EvaCOB, qui a été développé par la NLCI, correspond donc au référentiel des degrés de la NLCI et est compatible avec aussi l'enquête que l'on mène régulièrement avec l'INSEE, qui est en cours de renouvellement en ce moment même. C'est-à-dire que les situations d'illettrisme détectées par EvaCOB correspondent aux statistiques de l'illettrisme telles que nous les communiquons. Donc, de la même façon, j'ai prévu de vous faire une petite démonstration en live plutôt que des grands discours. Et je vous ai mis également un lien vers un Framaform où vous pouvez vous inscrire. Il y a à peu près une session par mois. Vous pouvez vous inscrire à une présentation plus pointue d'EvaCOB par le référent de ces outils EvaCOB qui s'appelle Martin Griffo et qui travaille au siège de la NLCI. Alors, je vais ressortir de mon diaporama et je vais repartager mon outil. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran EvaCOB? Donc, je ne vais pas vous représenter la prise en main. Le contexte est un peu différent, mais le principe est le même. On teste le cliquer, glisser, le clavier. Et là, j'avais prévu le module de numératie. De la même façon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que le module numératie, c'est facilement 30 à 45 minutes. Donc, c'est assez long. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que si on commence le module numératie, il faut le finir. Sinon, on n'a pas de résultat. Donc, ça veut dire que dans la gestion du temps, c'est important d'en prendre en compte. EVA, c'est la même chose. Il faut, quand on commence l'évaluation, il faut la finir, sinon on n'a pas de résultat. En tout cas, il faut bien l'avoir avancé pour pouvoir avoir des résultats utiles. Donc, je lance le module de numératie. Donc, de la même façon, Voici le garage du centre. audio. Nous allons vous poser quelques questions. Suivez les indications qui vous sont données pour répondre aux questions. Voici les voitures à vendre exposées dans le hall du garage. Combien y en a-t-il? Inscrivez le résultat dans la case en bas de l'écran. Quand vous avez fini, cliquez sur la flèche. Alors, je suis désolée, je ne compte pas, je mets un chiffre au hasard. C'est pas grave. Combien y a-t-il de voitures rouges? Sur le parking du garage, il y a 7 voitures bleues. Dans le hall, il y en a 6 autres. Combien y a-t-il de voitures bleues au total? Inscrivez le résultat dans la case en bas de l'écran. Sur le parking du garage, il y a 7 voitures bleues. Dans le hall, il y en a 6 autres. Combien y a-t-il de voitures bleues au total? Inscrivez le résultat. Au début du mois, il y avait 15 voitures jaunes dans le garage. On en a vendu 6. Combien en reste-t-il? Inscrivez le résultat dans les cases en bas de l'écran. Quand vous avez fini, cliquez sur la flèche. Est-ce que vous voulez que je continue ou la démonstration vous convient? Parce que c'est assez répétitif, c'est assez récurrent, mais c'est ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour que le logiciel puisse évaluer et positionner la personne. Donc, je vous propose du coup de revenir à la suite de ma présentation. Donc, de la même façon, vous pourrez accéder à la démonstration et repasser les exercices si vous voulez y passer un peu de temps et voir ce que ça donne un peu plus longuement. Voilà. Donc, EvaCOB, ça évalue, en fait, il y a 3 modules. Il y a le module de prise en main qui n'est pas présenté là, et il y a 3 autres modules. Il y a un module d'évaluation de la littératie, la capacité à lire les informations écrites, la numératie qui est la capacité à compter, et la compréhension orale.
Donc, ça fait 3 parcours d'évaluation. Je ne vous ai pas mis le logigramme de la construction, mais il faut savoir que pour ce qui est… je vais revenir plus tard. Mais voilà, la construction est quand même assez complexe. En tout cas, tout le travail logigramme derrière est assez complexe pour justement éviter des faux positionnements. Donc là, on vous a mis des durées indicatives pour chaque module. Je vous le dis tout de suite, elles sont largement sous-estimées. Il faut prévoir plus longtemps que ça. Il faut quasiment, je pense, les doubler pour vraiment une personne qui est en difficulté. Donc, toujours pareil, la problématique du temps, ça a un vrai impact sur l'organisation des sessions. Donc, la prise en main, je vais passer assez rapidement puisque je vous ai fait une petite démo sur Eva. Le principe, effectivement, c'est de savoir si on va poursuivre le test avec la personne parce qu'elle est à l'aise avec l'outil ou pas. Je suis désolée, j'ai vraiment un souci avec ma souris. Donc, la littératie est évaluée en fait en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a une première série de tests. Là, je vais y arriver, je suis désolée, ma souris est très sensible. Il y a une première série de tests qu'on va appeler le parcours d'orientation. Le parcours d'orientation, ça permet d'évaluer déjà de manière assez grossière la maîtrise ou le manque de maîtrise de la compétence en littératie de la personne. À l'issue de ce parcours d'orientation, ça permet de diviser, d'envoyer la personne soit sur ce qu'on appelle le parcours haut, où les exercices sont un peu plus complexes, si elle est en capacité de répondre, pour pas qu'elle s'ennuie pendant le test, on lui propose des exercices un peu plus difficiles, ou vers le parcours bas, si la personne montre déjà des signes de faiblesse assez importants, ça lui permet de ne pas être confrontée à des exercices trop difficiles. Sur la complexité du test, le vocabulaire, etc. Et ensuite, c'est ce que je disais, le parcours est assez long, donc ils sont renvoyés vers ce module haut ou bas. Et il y a une deuxième réévaluation, orientation à mi-parcours, c'est-à-dire que si le premier positionnement a été un peu trop rapide, et du coup, on revérifie si la personne n'est pas en difficulté ou n'est pas en phase d'ennui. Et de nouveau, il y a une réorientation vers le parcours haut ou vers le parcours bas en fonction des besoins. C'est pareil, il y a 3 paliers et avec ce même principe, parcours principal, rattrapage ou confirmation. Et si vraiment il y a un doute, il y a même un autre parcours qui va aller vers du rattrapage pour être sûr qu'on positionne bien la personne en fonction d'exercices qui sont vraiment adaptés à son évaluation. Et du coup, l'évaluation orale, c'est pareil, c'est est-ce que la personne a un niveau suffisant pour comprendre le français, puisque je le disais tout à l'heure, si la personne ne maîtrise pas le français, ce n'est pas la peine de lui proposer ces outils, puisqu'ils vont se dérouler en français, que ce soit écrit ou à l'oral. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je réinsiste, c'est EvaCob est un peu plus strict, je dirais, que Eva. Il faut d'abord un entretien individuel. Il s'agit vraiment d'embarquer et de faire adhérer la personne. Ce n'est pas la peine de la positionner si elle n'a pas envie. Il faut lui présenter l'outil, la rassurer sur le fait que ça risque d'être un peu long. Et il y a quand même un certain nombre de données personnelles qui vont être recueillies, nécessaires. Si on veut après retrouver les résultats de l'évaluation, il faut à minima le nom, le prénom, l'âge.
Et après, une fois que vous avez recueilli le consentement de la personne, là, vous pouvez lui créer un parcours d'évaluation, un compte bénéficiaire. Voilà, on ne recommande pas la passation à distance. C'est toujours compliqué, c'est ce que je disais. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit proche pour rassurer la personne, pour débrouiller peut-être un truc qui bug, etc. On n'est jamais à l'abri d'un problème à la fois technique ou matériel. On peut faire des passations en groupe, pas trop nombreux, mais toujours avec la présence de quelqu'un. Si c'est en groupe, bien sûr, il faut pouvoir avoir des casques pour que ce ne soit pas le brouhaha et que chacun puisse être concentré sur ce qu'il est en train de faire. Ils peuvent avoir un papier s'ils souhaitent faire, je ne sais pas, un brouillon, un calcul quelconque. Par contre, ils ne doivent pas avoir de calculette pour pouvoir faire le parcours littératie. La restitution, pareil, on ne fait pas de restitution en remettant la fiche que vous allez récupérer à la personne. La restitution, c'est un entretien de restitution. En plus, c'est une restitution en fonction de degrés, etc., qui nécessite quand même des explications et de la proposition de solutions d'accompagnement si la personne est en difficulté. Voilà, si vous programmez une passation avec tous les modules, il faut compter 3 heures, sachant qu'on peut s'interrompre entre chaque module. Par contre, quand on commence un module, il faut absolument le finir. Et si on est sur les modules les plus lourds, que sont littératie et numératie, il faut bien compter 1 heure, voire 1h30 de passation, ce qui a un véritable impact dans l'organisation. Donc là, c'est un peu une redite de tout ce qu'il faut mettre en mise en œuvre. Voilà un petit peu la checklist de tout ce qu'il faut faire. Et en fait, voilà, vous avez une restitution selon les profils et les degrés de l'ANLCI. Donc, le profil 1, c'est le plus faible. C'est effectivement de graves difficultés. Donc, si la personne n'a validé aucun exercice, elle apparaîtra sous profil 1. C'est-à-dire, on n'a pas de profil 0. La personne qui réussit rien, elle n'est pas profil 0, elle est profil 1. Une personne qui valide le profil 1 va être affichée en tant que profil 2. Donc, vous voyez, il y a un petit peu un décalage qui permet de, en fait, à partir du moment où on valide un profil, on s'affiche sur le prochain profil. Et tout ce qui est autour des degrés et de voilà, ce qui sous-tend les difficultés ou l'évolution des difficultés de profil, ça se retrouve dans le cadre national de référence de l'ANLCI qu'on peut télécharger sur le site de l'ANLCI. Vous avez comme mention de ces degrés. Donc, le premier degré, le degré 1, donc il va s'afficher comme profil 2. Le degré 1, c'est vraiment que les repères structurants. Voilà. On identifie les signes. C'est un petit peu comme le petit exercice que je vous proposais en introduction. On déchiffre, c'est difficile, etc. Il faut du temps. On n'est pas à l'aise. Il y a aussi des aspects de maîtrise de l'espace et du temps, de l'orientation. Et peut-être aussi dans l'oral de la personne, on peut repérer des difficultés à communiquer, à exprimer clairement sa pensée, à répondre clairement à une question simple. Voilà. On est vraiment sur le niveau le plus bas de maîtrise des compétences de base. Le degré 2, c'est les compétences fonctionnelles. On se débrouille avec des éléments assez simples. Donc, on est un peu plus à l'aise, mais par contre, on n'est pas du tout dans la capacité de s'adapter aux différents changements, aux complexités, etc.
Donc, les degrés 1 et 2, on est vraiment sur des situations d'illettrisme. Quand on bascule sur le degré 3, là, on considère qu'on est en train de sortir de l'illettrisme, sachant que les personnes, ce n'est pas des blocs, hein, ça ne va pas je maîtrise tout, je ne maîtrise rien. Donc, voilà, des choses vont peut-être être plus à l'aise sur l'oral ou plus à l'aise sur des mathématiques, mais moins avec le français. Donc, voilà, le degré 3, c'est la capacité à s'adapter à des situations variées. Et le degré 4, donc on n'est plus dans de la situation d'illettrisme. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise avec les compétences, mais on est en capacité d'être autonome pour agir dans la société. Donc, vous retrouvez là également le lien si vous voulez vous inscrire à une présentation plus poussée des accords. Est-ce que j'ai été claire ou est-ce que vous avez des questions sur EVA ou EVACOB? C'est OK? Tout le monde est OK? Super. Vraiment pas de questions. Tout est clair, super. Alors, du coup, là, je vais vous présenter le dernier aspect. Il va falloir que je fasse un petit peu vite d'ailleurs, parce que le temps tourne. Ça va être notre démarche duplex. Alors, mon diaporama est ici. Je le repartage. Voilà, vous avez les coordonnées de Martin Griffo, donc qui est le monsieur EVACOB à la NLCI. Donc, duplex, c'est une démarche pédagogique. On peut se dire que c'est quelque chose qui est peut-être déjà réalisé dans les organismes de formation. En tout cas, notre contact avec les organismes de formation ne nous indique pas que tout ce que nous préconisons est mis en place. Donc, duplex, on l'a vraiment développé sur le fait qu'aujourd'hui, on parle de 4 compétences de base: lire, écrire, compter et maîtriser le numérique. Puisque aujourd'hui, l'autonomie dans la société nécessite la maîtrise de ces 4 compétences. Donc, le Covid et tout ce qui s'est passé pendant le confinement a pointé aussi toutes les difficultés des personnes qui n'étaient pas à l'aise avec le numérique, puisque beaucoup de démarches et beaucoup de liens avec l'extérieur a complètement basculé avec le numérique. Or, on sait qu'il y a 13 millions de personnes qui sont en difficulté avec le numérique et donc toutes n'ont pas des difficultés avec les compétences de base, mais parmi elles, effectivement, il y a des personnes qui ont des difficultés aussi avec les compétences de base. Or, l'outil numérique, c'est aussi un autre vecteur pour de l'écrit. Donc, quand les difficultés se cumulent, voilà, la vie est vraiment difficile. Donc, il y a eu des statistiques, que ce soit le baromètre du numérique qui est publié tous les ans par l'ARCEP, CREDOC et ANCT, ou l'INSEE également qui a fait une enquête sur l'électronisme. On constate que 17% des personnes de 15 ans et plus sont en situation d'illettrisme numérique et en fait, 44% des non-diplômés ont cette difficulté. Voilà, on voit que la maîtrise des compétences de base est également un frein à la maîtrise du numérique, même si ce n'est pas systématique. Et on voit que 36% des jeunes, donc des 18-24 ans, ont au moins une difficulté sur la lecture, l'écriture ou le calcul, et donc leur capacité à être autonome avec les outils numériques. On a le sentiment que ce sont des digital natives, qu'ils ont grandi avec les outils numériques depuis qu'ils sont bébés, et donc pour eux c'est naturel, ils savent s'en servir. Et la réalité c'est que en fait pas du tout. Ils sont peut-être en capacité de poster une photo sur Snapchat ou sur Instagram. Ça ne veut pas dire comprendre tout ce qui se joue en arrière-plan. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément capable d'écrire un mail ou de remplir un formulaire pour faire une demande d'APL, par exemple.
Donc, nous, on parle d'illettrisme, voire d'illettrisme de double peine, où on cumule en fait l'illettrisme numérique et l'illettrisme traditionnel, avec une répartition en fait des compétences langagières, lire et écrire, les compétences mathématiques, compter, calculer, et les compétences numériques de base, la capacité à manipuler les outils numériques, que ce soit une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Et j'insiste sur le fait que la compétence numérique de base, c'est un des travers qu'on remarque dans les organismes de formation. Ce n'est pas maîtriser Word et Excel. C'est vraiment allumer son ordinateur, être en capacité de ranger un document dans un dossier et de pouvoir le retrouver par la suite. C'est vraiment des choses qui sont en amont de la maîtrise des logiciels. Donc, la démarche du Plex propose de lutter contre l'illettrisme en formant au numérique par le numérique et en accompagnant les personnes qui sont en difficulté avec en fait, cette double peine. Donc, l'illettrisme, c'est-à-dire les compétences de base classiques, traditionnelles, lire, écrire, compter, en formant au numérique par le numérique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'abord « apprends à lire » et puis après, on t'apprendra à utiliser l'ordinateur. Là, on te dit « viens, on te met sur un ordinateur, tu vas tout apprendre en même temps. » Et en plus, ça sera plus fun. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avant de former au numérique, on séparait un petit peu toutes les compétences. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'abord de faire ça. On perd les gens. Le numérique est aussi un levier de motivation qui permet d'aller intégrer des personnes à des formations qui n'ont pas forcément beaucoup d'appétence à entrer en formation et de pouvoir leur proposer quelque chose qui correspond à leurs besoins, parce que la motivation, elle peut être un petit peu forcée parce qu'il y a des besoins aujourd'hui avec tout ce qui doit être réalisé de manière dématérialisée dans sa vie, que ce soit administrative, mais ça peut être aussi s'inscrire au club de foot, etc. Maintenant, aujourd'hui, tout se passe. L'information passe par la diffusion sur la page Facebook de tel ou tel organisme. Il faut remplir un formulaire pour s'inscrire. Il faut savoir où le trouver. Il faut avoir une adresse mail. Il faut se souvenir des mots de passe, etc. Donc voilà, nous, on propose vraiment une approche complètement intégrée pour toutes les compétences de base, numériques ou pas numériques. Donc, notre ambition, c'est d'être effectivement vecteur d'un numérique inclusif. Alors, nous, notre champ de travail, c'est les personnes en difficulté avec les compétences de base, mais je pense que c'est quelque chose de plutôt positif et qui doit inclure le plus grand nombre. Donc, l'accompagnement doit être intégrateur. Je pense particulièrement, par exemple, à tout ce qui est Maison France Service et les conseillers numériques. L'idée, c'est effectivement ne pas rendre la personne dépendante de venir systématiquement à France Service faire ses démarches, mais c'est petit à petit aussi apprendre à utiliser l'ordinateur ou son smartphone et petit à petit aussi de s'améliorer sur la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Donc, on est sur les 5 compétences de base pour avancer vers l'autonomie numérique, mais l'autonomie tout court. Et c'est une démarche qui se veut en savoir situer, une approche située des savoirs, c'est-à-dire une approche par compétences. On n'est pas en tuyau d'or, on fait d'abord, c'est ce que je disais, on fait d'abord le français, puis après on fait les maths, et puis après on fait le numérique. Non, en fait, là, on aborde toutes les compétences à partir d'un exercice de mise en situation qui permet de travailler tous les éléments. Le référentiel, je vous ai parlé du référentiel européen pour les langues, du référentiel dont je n'ai pas le nom en tête pour les maths. Pour ce qui est du référentiel des compétences de base, il y a un outil qui est reconnu en France, c'est PIX. Et l'objectif de la sortie du Plex, c'est d'être en capacité de maîtriser le niveau indépendant du référentiel PIX. Et dans le niveau indépendant,
Ça veut dire qu'il faut être en capacité de réaliser les actions simples de la plupart des situations de la vie courante, mais aussi de pouvoir venir en aide informelle à un proche. C'est un niveau un petit peu au-dessus, c'est-à-dire on est capable de faire soi-même, mais on est aussi en capacité de donner un coup de main à une personne qui est en difficulté. Les 5 domaines de compétences, pour le coup, on est sur les compétences numériques, on est sur de la recherche d'informations, télécharger, conserver de manière organisée, produire, communiquer, partager des informations avec un tiers, en faisant bien sûr attention à son identité numérique, et également protéger ses données, sécuriser ses équipements. Donc ça, c'est vraiment les 5 compétences de base numériques à maîtriser pour pouvoir être autonome. Là, très brièvement, je vous montre un exercice, je dirais, de mise en situation des savoirs, à savoir, je veux publier une annonce sur Le Bon Coin. En fait, quelles sont les compétences que je dois mobiliser pour pouvoir poster une annonce sur Le Bon Coin? Finalement, il y en a quand même un certain nombre, à savoir, il faut maîtriser un minimum le langage, être en capacité de rédiger un texte de présentation de l'objet qu'on veut vendre. Il y a des compétences mathématiques, c'est-à-dire qu'il faut évaluer la valeur, faut mesurer correctement le prix qu'on va proposer l'objet, sur lequel on va proposer l'objet. Et puis après, effectivement, il y a des compétences numériques, savoir se repérer dans la page, savoir où il faut remplir, mettre du texte. Il faut savoir manipuler, bien sûr, la souris, le clavier, savoir ce qu'est un menu déroulant, naviguer, aller retrouver son annonce une fois qu'elle est publiée, activer, désactiver. Une fois qu'on a vendu l'objet, comment je désactive mon annonce pour arrêter de recevoir des messages. Et puis, il y a aussi des compétences transversales. Une fois que j'ai vendu mon objet, il faut que aussi j'ai anticipé sur savoir comment je vais le mettre à disposition. Est-ce que je vais demander aux personnes de venir chez moi? Est-ce que je vais proposer aux personnes de donner un rendez-vous dans la ville sur un espace qui est connu? Ou est-ce que je vais m'y retrouver autrement? Est-ce que je vais bien gérer mon calendrier, proposer une date où on peut prendre un contact, etc. Donc finalement, on se rend compte que poser une annonce sur Le Bon Coin, ça mobilise quand même beaucoup de compétences dont on n'a pas forcément conscience. Pour en savoir plus sur Duplex, la démarche Duplex, vous avez toute une boîte à outils qui est disponible sur le site de la NLCI, où on va retrouver à la fois des brochures de présentation. Vous pouvez, si vous êtes organisme de formation, vous pouvez consulter des trames pédagogiques. Les organismes de formation qui ont participé à l'expérimentation ont mis à disposition leurs trames, à disposition. Vous pouvez aussi avoir des ressources inspirantes et puis des guides et également un certain nombre de ressources complémentaires avec des liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Tout ça, ça se retrouve sur le site de la NLCI. Et il y a également eu des webinaires de présentation. Pour ce qui est de la démarche en Pays de la Loire, la NLCI est en train à sélectionner donc des formateurs de formateurs qui seront eux-mêmes à même de former les formateurs pour mettre en œuvre la démarche Duplex. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul répondant pour Pays de la Loire et il devrait être opérationnel fin octobre, début novembre, vu que le chef de projet a eu un malheureux accident cet été, s'est fait un double arrachement ligamentaire, donc a été en arrêt maladie un certain temps et peut-être que la formation aura pris un petit peu de retard. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions autour Armelle, il y a une question. Disposez-vous d'une liste d'organismes de formation utilisateurs de Duplex afin de pouvoir orienter les bénéficiaires? Alors, pour l'instant, en Pays de la Loire, non, puisqu'on est vraiment qu'au lancement du processus. Donc, pour l'instant, on va avoir un référent en capacité de former les formateurs. Et une fois que lui-même se sera organisé pour former les formateurs, on pourra commencer à avoir des organismes de formation qui mettront en œuvre la démarche Duplex. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'un CNFS peut se former? Oui, tout à fait. On forme les formateurs. Voilà, c'est une déformation professionnelle que de dire la formation de formateurs. Ça peut être également les accompagnateurs et notamment effectivement les conseillers numériques, qu'ils soient France Service ou conseillers numériques, pas forcément France Service. Bien sûr que ce sont des publics que l'on cible pour pouvoir être formés à duplex. Ça permet d'accompagner l'autonomie des personnes qui manquent de maîtrise avec les compétences de base. Du coup, est-ce qu'on a le temps, Claire, ou pas le temps? C'est une petite vidéo d'1 minute. On a peut-être une question. Nous pourrons avoir accès aux documents de présentation. Oui, bien sûr, on vous enverra le support et ce sera disponible sur notre site. Donc oui, Armelle, on peut présenter la petite vidéo. Alors, pourquoi je n'ai pas le lien? Bon, c'est mal barré. Je n'ai pas le lien. Sur le support. Je l'intégrerai dans le support. Peut-être que certains d'entre vous, j'en ai parlé en introduction, ont regardé hier sur TF1 Champion avec Kenji Girac. Ce que je voulais vous proposer, mais que vous retrouverez sur le support, c'est une interview d'un peu moins de 2 minutes de Kenji Girac, qui est riche, parce que dans son interview, il explique comment ce rôle lui a tenu à cœur, parce que lui-même a été confronté à des difficultés avec la lecture et l'écriture. Et son message est très positif, puisqu'il incite tout le monde à ne pas rester dans cette situation, mais au contraire de se tourner vers les professionnels qui sont à même de leur proposer des solutions pour justement leur faciliter l'accès à l'autonomie. Armelle, on a peut-être une dernière question. À qui s'adresser pour la formation? Je dirais que pour l'instant, à moi. Donc, je vais vous rajouter mon mail et mon numéro de téléphone dans le support qui sera mis à votre disposition. Je pourrais, contactez-moi, je pourrais vous en dire plus où on en est du déploiement de duplex. Et puis, je peux répondre aussi à vos questions sur Eva, Evacob, voire même les autres supports que j'ai vaguement évoqués en début de session, nos autres outils qui peuvent être utiles, mais pas forcément, je n'avais pas le temps de les présenter aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Armelle et merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a éclairci les idées et peut-être inspiré pour… Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Eva et Evacob sont mises à disposition gratuitement par la NLCI. Donc, bien sûr, il faut se créer un code, parce que sinon, on ne peut pas s'y retrouver dans les différentes évaluations. Pour Evacob, vous signez une convention, une convention qui est aux usages que vous faites d'Evacob. Ce n'est pas du tout une licence au sens financier du terme, c'est une licence au terme de comment vous utilisez l'outil pour éviter effectivement ces phénomènes de sélection et de rejet de certaines personnes. Mais voilà, Eva et Evacob sont mis gracieusement à disposition des acteurs. Et pour ce qui est de duplex, c'est pareil. Aujourd'hui, on est en train de former un premier lot de formateurs, une trentaine de formateurs sur toute la France. Ça fait partie de la mission de l'agence que de le faire. Si on organise d'autres sessions de formation, pour le coup, va falloir mobiliser une enveloppe financière de formation. C'est peut-être quelque chose que je vais explorer, puisque avec un seul acteur, ça reste d'être difficile de déployer rapidement duplex. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Merci pour ces précisions, Armelle. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.